Cette semaine, dans l'actualité, au Soudan, Omar al-Bashir revient sur le devant de la scène politique nationale, ce qui déplaît à l'opinion publique. Au Venezuela, Nicolás Maduro, chef d'État sortant, est réélu, un résultat que conteste son adversaire. Au Chili, les 34 évêques ont annoncé leur démission suite au scandale pédophile. En Bosnie, le président turc est en campagne pour aider à la mobilisation électorale de la diaspora turque. Bonjour et bienvenue à tous, l'heure n'est pas à la fête au Soudan. En effet, les innombrables problèmes rencontrés dans le pays font fuir la population qui rêve d'un avenir meilleur de l'autre côté de la Méditerranée. Omar al-Bashir, chef d'État soudanais, pourtant exilé à Paris, prépare son retour sur la scène politique soudanaise avec pour but de freiner ses flux migratoires. Néanmoins, cette nouvelle n'est pas au goût de tout le monde. Un sujet d'Iman Rachati. Au pouvoir depuis 1989, Omar el-Bashir a derrière lui un historique assez lourd. En effet, au Darfour, région à l'est du Soudan, se prolifèrent de nombreux conflits depuis le milieu de l'année 2000. Cette rébellion a accusé bien des pertes. Le bilan de l'ONU s'élève à 300 000 morts. Après ces massacres, Omar al-Bashir a été accusé de nettoyage ethnique et de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale elle-même. En conséquence, le chef d'État a décidé de s'exiler en France. Malgré ce voyage clandestin vers l'Europe, Omar el-Bashir gère son retour sur la scène politique soudanaise en se préparant aux prochaines élections. La situation du pays est plus que critique. Régime tyrannique, absence de développement ou encore crise économique poussant les Soudanais à quitter le pays depuis plusieurs années. Il décide d'aller vers l'Europe, qui représente l'espoir d'une vie meilleure. Néanmoins, cet exode est mal vu par les dirigeants européens, qui demandent à Omar el-Bashir de contenir ces flux migratoires. La présence du Soudan jusqu'en Libye et au Centrafrique, à travers des groupes armés, la nouvelle alliance du pays avec l'Arabie Saoudite dans la guerre du Yémen, ainsi que l'absence de solutions durables pour les pays en crise, représentent la diplomatie du chaos qu'entretient Omar el-Bashir, qui cherche uniquement à gérer les départs migratoires qu'il engendre. Le 20 mai dernier, Nicolás Maduro, chef d'État sortant du Venezuela, a remporté l'élection présidentielle avec près de 70% des suffrages. Un résultat contesté après une élection sous extrême tension. Un sujet d'Anaïs Lefebvre. Depuis près de 3 ans, le Venezuela traverse une crise politique et économique très forte. Les civils meurent de faim et sont 80% à vivre sous le seuil de pauvreté. De plus, les produits de première nécessité manquent et l'inflation dépasse les 2000%. La situation est dramatique et beaucoup disent que la politique du premier mandat de Maduro en est à l'origine. Il a tout de même été réélu ce dimanche avec près de 70% des suffrages. Son principal opposant, Henry Falcone, a contesté le résultat en déclarant que le parti de Maduro a donné de l'argent aux électeurs qui votaient pour lui. Ces transactions se passaient dans des tentes rouges, installées près des bureaux de vote. Falcone rejette le résultat et exige une nouvelle élection avant la fin de l'année. Au niveau international, les 14 pays du groupe de Lima, dont font partie le Brésil ou encore le Canada et le Mexique, ont annoncé qu'ils protestaient contre ce scrutin qu'ils jugent non démocratique et non conforme aux normes internationales. Les États-Unis et l'Union européenne rejoignent cette décision. L'avenir électoral du Venezuela est incertain, mais pour l'instant, le pays va subir des sanctions économiques en lien avec cette nouvelle élection. La conférence épiscopale chilienne a annoncé vendredi dernier que les 34 évêques en voyage à Rome pour rencontrer le pape François ont remis leur démission au pontife, et ce dans un contexte de scandale de pédophilie au sein de l'Église chilienne, un sujet de Justine Moina. La semaine dernière, 34 évêques chiliens se sont rendus à Rome pour rencontrer le pape. Un moment de vérité accablant pour l'Église chilienne. Effectivement, mardi dernier, au premier jour de leur rencontre, le pape François leur a remis un rapport de 10 pages dénonçant d'intolérables négligences dans la protection des enfants vulnérables de la part des évêques ou des supérieurs religieux. Prélatères sexuels déplacés d'un diocèse à l'autre sans aucune autre sanction, destruction de documents compromettants ont été jusqu'alors monnaie courante au sein de l'Église catholique chilienne. Jeudi, le pape a annoncé vouloir effectuer des changements à court, moyen et long terme pour rétablir la justice au sein de l'Église du Chili. Dès le lendemain, les évêques ont finalement présenté leur démission collective. Dans un élan de contribution, les religieux implorent le pardon des victimes et demandent leur aide pour faire avancer la société chilienne sur ces questions.
Le Saint-Père doit désormais décider du futur de chaque évêque. Un début dans le processus de reconstruction des victimes. Le Parlement chilien a également commencé la semaine dernière, sous l'impulsion du président Piñera, l'examen d'un texte de loi rendant imprescriptibles les délits sexuels subis par des enfants. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a appelé ce dimanche la diaspora turque à s'engager dans la politique de leur pays dans le cadre d'un meeting électoral à Sarajevo. Un sujet de Ghislaine Moina. Dans un discours de près d'une heure, le président Erdogan, en déplacement en Bosnie, a appelé les 3 millions de Turcs de la diaspora à se mobiliser dans le cadre du scrutin présidentiel et parlementaire le 24 juin prochain. Il les a même invités à briguer des postes au Parlement. Plusieurs milliers de Turcs venus de toute l'Europe, et notamment d'Allemagne, de France, du Danemark ou d'Autriche, ont été au rendez-vous pour le meeting d'Erdogan à destination de la diaspora turque. Celui-ci s'est déroulé à Sarajevo, dans l'ancienne patinoire des Jeux Olympiques d'hiver de 1984. Redécoré pour l'occasion d'immenses portraits de Recep Tayyip Erdogan et d'Atatürk, premier président turc. La diaspora turque compte 3 millions de votants, dont 1,4 million en Allemagne, et cette réunion a permis au président de montrer son attachement aux Turcs de l'étranger. La sécurité était maximale dans ce qui s'avère être l'unique meeting électoral du président hors du sol turc. Cette réunion publique est cependant vue d'un mauvais œil ailleurs en Europe. Plusieurs pays de l'Union européenne, notamment l'Allemagne, avaient déjà empêché certains meetings pro-Erdogan suite au référendum sur le renforcement de ses pouvoirs. Une décision qui a été suivie par l'Autriche. En avril dernier, les autorités néerlandaises ont quant à elles souligné leur désaccord avec de telles réunions publiques. À Sarajevo, il n'y avait néanmoins pas de risque de rejet. Le président turc s'entend effectivement bien avec le président bosniaque Bakir Izetbegović, qui a été invité à l'anniversaire de la fille d'Erdogan en 2016. Izetbegović a d'ailleurs appelé à voter Erdogan.